Il y a un proverbe japonais que j'aime beaucoup et qui dit: l'argent économisé est un serviteur fidèle, l'argent dépensé est un maître exigeant. C'est une très belle image. C'est une belle image, mais en pratique, une fois qu'on a réussi à mettre un peu d'argent de côté, on se retrouve souvent face à un mur. La question devient: j'en fais quoi concrètement? Combien je mets et surtout, où? C'est exactement ça. C'est le point de blocage pour beaucoup de monde. On se dit, OK, je peux épargner 200, 300, 500 euros par mois, et cet argent, il commence à s'accumuler sur le compte courant, un peu sans but. Il est là, mais il ne sert à rien en fait. Voilà, il ne travaille pas vraiment, il n'a pas de mission claire. Et c'est tout l'enjeu de notre analyse aujourd'hui. On va décortiquer une méthode qui vient de nos sources pour transformer cette capacité d'épargne, qui est un peu floue, en une véritable stratégie. L'idée, c'est de trouver un système qui apporte de la clarté et surtout de la sérénité. Tout à fait. Et avant même de parler d'investissement, de plan sur le long terme, la méthode insiste sur une règle de base, un point de départ qui n'est pas négociable. Laquelle? On n'investit jamais la totalité de ce qu'on peut épargner. La première étape, la fondation de tout, c'est de mettre son argent à l'abri. Sans ça, toute la stratégie elle est construite sur du sable. Construite sur du sable. Et au premier coup de vent financier, tout s'écroule. C'est ça. Alors, comment on construit ces fondations? La méthode propose de diviser l'épargne en 4 grandes enveloppes. D'abord les dépenses annuelles, ensuite le fameux matelas de sécurité, Le fameux, oui. puis une enveloppe pour la trésorerie et les plaisirs, et enfin celle que tout le monde attend, l'investissement. Et on va voir que le secret, la clé, c'est l'automatisation. Allons-y, la première brique, la priorité absolue, c'est donc de gérer ses dépenses annuelles. Il y a une phrase dans la source qui m'a marqué: ceux qui ne prévoient pas les dépenses rares les paient 2 fois, en argent et en stress. On parle de quoi exactement? On parle de toutes ces grosses factures qui tombent une fois par an et qui font mal, quoi. Les impôts, la taxe foncière, les assurances, la grosse révision de la voiture. Ah oui. On sait qu'elles vont arriver, mais on a tendance à les oublier jusqu'à ce qu'elles nous sautent à la figure. C'est la fameuse double peine de la rentrée de septembre, par exemple. Sans cette enveloppe, c'est le mois où le compte en banque prend feu. Je vois très bien de quoi on parle. C'est le moment où on se dit: ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Alors, comment on transforme cet incendie annuel en une petite bougie qu'on souffle tranquillement chaque mois? Alors, la méthode elle est d'une simplicité redoutable. En 3 temps. D'abord, on prend une feuille, on liste toutes ses dépenses annuelles prévisibles et on les additionne. Ensuite, on divise le total par 12 et voilà, C'est tout. c'est tout. On a le montant exact à mettre de côté chaque mois. Le but est simple, zéro surprise, zéro découvert. On passe d'une posture où on subit à une posture où on anticipe. Prenons l'exemple de Sandra, qui est détaillé dans la source. Elle a fait le calcul entre ses impôts, ses assurances, une provision pour les vacances. Elle arrive à 2 400 € par an. Le calcul est vite fait. 2 400 divisé par 12, ça fait 200 €. Exactement. 200 euros à mettre de côté chaque mois. Fini le coup de chaud quand l'avis d'imposition arrive. Et pour que ça marche, cet argent doit aller sur un compte bien spécifique. L'objectif ici est purement pratique. Avoir l'argent dispo au bon moment. Donc l'horizon de temps est très court, moins d'un an. D'accord, donc on ne cherche pas à faire fortune avec cet argent-là, on veut juste qu'il soit là, accessible et en sécurité. Ça veut dire qu'on le met où? Le plus simple et le plus sûr, c'est un livret réglementé sans risque. Le grand classique, un livret A ou un LDDS, un livret de développement durable et solidaire. Le risque est nul, l'argent est garanti et surtout, la liquidité est immédiate. Mais j'ai une question. Avec l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix qui fait que notre argent perd de la valeur, est-ce qu'on ne perd pas un peu d'argent au final en le laissant sur un livret A? Si, bien sûr, en termes de pouvoir d'achat, on en perd un peu. Le rendement réel est négatif. Mais c'est crucial de comprendre que ce n'est pas le but de cette enveloppe. Son objectif n'est pas le rendement, c'est la tranquillité d'esprit. C'est le prix à payer pour la sérénité, en quelque sorte. C'est ça. C'est le prix pour ne plus jamais stresser à cause d'une facture prévisible. Et pour que ça devienne un réflexe, le virement automatique de 200 euros chaque mois, dans le cas de Sandra, est indispensable. D'accord, donc la première enveloppe nous protège des coups durs, prévisibles. Mais la vie est aussi pleine de surprises et pas toujours des bonnes. Comment on se prépare à ça? J'imagine que c'est le rôle du fameux matelas de sécurité. C'est exactement ça. On passe au niveau supérieur de la protection. La source cite une phrase de Carl Richards que je trouve parfaite. L'épargne de précaution, c'est l'argent qu'on espère ne jamais utiliser, mais qu'on bénit d'avoir quand on en a besoin. C'est ça.
c'est ce qui permet de dormir la nuit. Et surtout, ce qui donne la liberté psychologique d'investir par ailleurs sans paniquer à la moindre secousse. C'est vital. C'est un peu le gilet pare-balles financier. Mais pour qu'il soit efficace, il y a des règles, non? On ne peut pas piocher dedans pour s'offrir un week-end à Rome, j'imagine. Surtout pas, c'est une règle d'or. Ce compte est sacré, on n'y touche pas pour des dépenses de confort. Le document l'appelle l'argent qu'on aimerait avoir quand on n'a plus d'argent. C'est pour les vrais coups durs, une perte d'emploi, une urgence médicale, la chaudière qui lâche en plein hiver. Ok. Pour le montant, la recommandation générale, c'est de viser entre 3 et 6 mois de dépenses. Et attention au calcul. Il faut inclure les dépenses mensuelles courantes et la part mensuelle des dépenses annuelles. D'accord. Reprenons notre exemple pour que ce soit concret. Sandra a 1 400 € de dépenses fixes par mois. On ajoute les 200 € pour ses factures annuelles. Son coût de la vie lissé est donc de 1 600 €. Si elle vise 6 mois, 1 600 fois 6, ça fait... 9 600 €. Oui. Et c'est là qu'on se heurte souvent à un mur psychologique. Attendez, 9 600 €. Honnêtement, quand on voit ce chiffre, la première réaction, c'est de se dire « c'est mission impossible, je n'y arriverai jamais ». Ça peut être complètement paralysant. Absolument. Et c'est un point essentiel que la source aborde. Face à ce chiffre qui ressemble à une montagne, la stratégie de Sandra, c'est de ne pas se laisser intimider. Elle se dit un pas après l'autre. Elle découpe l'objectif. Exactement. Elle ne vise pas 9 600 € tout de suite. Son premier objectif, beaucoup plus atteignable, c'est de mettre de côté l'équivalent d'un seul mois de dépenses, 1 600 €. Une fois que c'est fait, elle visera le deuxième mois, et ainsi de suite. On transforme la montagne en une série de petites collines. C'est beaucoup plus motivant, c'est sûr. Et pour cet argent qu'on espère ne jamais toucher, on le met au même endroit, sur un livret A? Pas forcément. Comme l'horizon est bien plus long, on espère ne pas y toucher avant des années, on peut chercher un support un peu plus rentable, tout en restant très sécurisé. La source conseille de se tourner vers une assurance vie, en plaçant la majorité des fonds sur ce qu'on appelle le fonds en euros. Le fonds en euros, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est la partie de l'assurance vie dont le capital est garanti par l'assureur. C'est très stable. Le risque est très faible, le rendement est modéré, souvent autour de 2 à 3%, ce qui est un peu mieux qu'un livret. Le seul compromis, c'est la liquidité. Ah, ce n'est pas immédiat. Non, pas instantané comme un livret A. Il faut compter quelques jours pour récupérer les fonds. Mais bon, pour un fonds d'urgence, ce délai est tout à fait acceptable. D'accord. Donc, on a un bouclier pour les factures prévues et ce gilet pare-balles pour les très gros coups durs. Mais l'objectif, ce n'est pas de vivre dans un bunker financier, non? Il faut aussi pouvoir se faire plaisir. Bien sûr. C'est le rôle de la troisième enveloppe, l'épargne de trésorerie ou l'épargne plaisir. La philosophie derrière, c'est que la gestion de budget ne doit pas être une punition. On cite Dave Ramsey dans le document « Achetez avec votre argent, pas avec celui de la banque ». Cette enveloppe sert précisément à ça. Je vois. Mais j'ai une objection. Si on a déjà un matelas de sécurité bien garni, pourquoi ne pas simplement piocher dedans pour des vacances ou un nouvel ordinateur? Pourquoi créer une troisième enveloppe plaisir qui au final va dormir sur un livret A et ne rien rapporter? C'est une excellente question, et la réponse est purement psychologique et comportementale. En séparant physiquement l'argent plaisir de l'argent urgence, on crée des barrières mentales. Le matelas de sécurité est sanctuarisé. Pas touche. Pas touche, exactement, sous aucun prétexte. Ça évite de prendre la mauvaise habitude de le grignoter pour des dépenses non essentielles. Si on commence à l'utiliser pour un week-end, la fois d'après, on l'utilisera pour les soldes, et le jour où la vraie urgence arrive, eh ben, il n'y a plus rien. C'est une question de discipline en fait. On protège notre moi futur des tentations de notre moi présent. C'est tout à fait ça. Et on se protège aussi du piège du crédit à la consommation. Le document met en garde contre ces crédits dont les taux d'intérêt peuvent être exorbitants, parfois 20 ou 30%. Carrément. En se constituant cette épargne de trésorerie, on se fait en quelque sorte un crédit maison, à 0%. On apprend à planifier ses désirs. L'achat n'est plus un acte impulsif financé par de la dette, mais l'aboutissement d'un effort d'épargne. La satisfaction est décuplée. Et techniquement, pour cette enveloppe-là, on revient aux fondamentaux, j'imagine. Oui, l'objectif c'est de financer des projets à moyen terme, disons en dessous de 5 ans. On veut donc que l'argent soit sans risque et disponible immédiatement. Sans surprise, on revient vers un bon vieux livret A ou LDD. On se fiche du rendement, on veut la liquidité. Et le montant? Ah, ça c'est très personnel. La source donne un exemple de 5 000 €, mais ça dépend entièrement des projets de chacun. Parfait.
On a donc sécurisé les dépenses prévues, les imprévus et même les plaisirs. On a construit une forteresse financière. J'ai l'impression qu'on arrive enfin à ce que beaucoup de gens considèrent comme le but ultime, l'investissement. On y est. C'est la 4e et dernière enveloppe, celle de la croissance. Et c'est précisément parce que les 3 autres existent qu'on peut aborder celle-ci sereinement. C'est l'argent avec lequel on peut, et on doit, prendre des risques calculés. La source utilise une belle métaphore. Oui, l'argent prêt à être investi est comme une armée en attente. Inutile sans stratégie, redoutable avec. Quelle est la plus grosse erreur à éviter à ce stade? C'est de tout investir, de ne garder aucune réserve et de se retrouver obligé de vendre ses investissements en urgence pour payer une facture imprévue. C'est le scénario catastrophe. On est forcé de vendre au pire moment, souvent quand les marchés sont en baisse, et on transforme une moins-value temporaire en perte bien réelle Et définitive. et définitive. Donc la règle d'or est absolue. On investit uniquement l'argent dont on est certain de ne pas avoir besoin à court ou moyen terme. C'est la condition de base. Et en termes de stratégie, la source suggère quoi? On attend d'avoir une grosse somme ou on commence petit? La recommandation est claire. Il est beaucoup plus simple et moins risqué d'investir de petites sommes régulièrement, chaque mois par exemple. C'est ce qu'on appelle lisser le risque. En investissant tous les mois, on achète parfois quand c'est cher, parfois quand c'est bas. Sur le long terme, ça moyenne le prix d'entrée. Et il y a un ordre de grandeur? Un pourcentage des revenus à viser? Oui, la suggestion c'est de dédier au minimum 10% de ses revenus à l'investissement. Mais la source apporte une nuance que je trouve très intéressante. Ah, Ce 10% est un plancher, pas un plafond. La vraie discipline sur le long terme, c'est d'allouer une part croissante de chaque augmentation de salaire à l'investissement, plutôt que d'augmenter uniquement son niveau de vie. C'est comme ça que le serviteur devient de plus en plus puissant avec le temps. d'accord. Et donc, on met de côté ces 10% chaque mois sur un livret A, et ça y est, on est un investisseur. Pas encore. Et ça, c'est une précision très importante dans le document. Mettre cet argent de côté sur un livret, c'est juste la première étape. C'est la phase de collecte. Ce n'est pas l'investissement lui-même. C'est un compte d'attente, un SAS. L'argent y est sécurisé avant d'être déployé, peut-être tous les trimestres, sur de vrais supports d'investissement. Actions, ETF, immobilier. Ok, le plan est très clair. On a nos 4 enveloppes avec des missions bien définies, mais la question qui tue, c'est comment on fait en pratique? Quand on a une capacité d'épargne limitée, est-ce qu'on doit remplir ces enveloppes les unes après les autres ou est-ce qu'on peut tout faire en même temps? C'est la grande question de la répartition. La méthode suggère de le faire en parallèle, si c'est possible, en suivant un ordre de priorité très strict. Priorité numéro 1, absolue, non négociable, l'épargne pour les dépenses annuelles. C'est le socle. C'est la base de tout. Si on devait faire qu'une seule chose, ce serait ça. Et ensuite? Priorité numéro 2, qui est une recommandation forte, les 10% minimum des revenus pour l'investissement. C'est le moteur qui va construire le patrimoine sur le long terme. Il faut l'alimenter dès que possible. Et enfin, tout ce qui reste de la capacité d'épargne, le solde, est à répartir entre le matelas de sécurité et l'épargne plaisir. Revenons à Sandra pour illustrer. Elle peut épargner 600 € par mois. Comment elle répartit tout ça? Elle suit les priorités. D'abord, 200 € partent automatiquement vers le livret dépenses annuelles, non négociable. Ensuite, elle applique la règle des 10% de son salaire, qui est de 2000 €, donc 200 € vont sur son compte de collecte pour investissement. Il lui reste 200 €? Voilà. Il lui reste 200 €. Pour le moment, son objectif est de construire ses réserves. Elle décide donc de faire moitié-moitié. 100 € pour commencer à remplir son matelas de sécurité et 100 € sur son compte trésorerie pour préparer ses prochaines vacances. Et le plus important, j'imagine, c'est de ne pas avoir à y penser tous les mois. C'est la clé de voûte de tout le système, l'automatisation. Dès que cette répartition est décidée, il faut se connecter à sa banque et programmer les virements automatiques. C'est ce qui transforme une bonne résolution en habitude. Et la source donne même un petit conseil. Oui, un conseil très malin. Programmer les virements le 5 du mois et non le premier. Ça évite les rejets en cas de petit décalage dans le versement du salaire. C'est du vécu. Et pour ne pas s'en mêler les pinceaux avec tous ces comptes. Une autre astuce pratique, c'est d'utiliser ce que certaines banques appellent des comptes sur livret, ou CSL. On peut souvent en ouvrir plusieurs gratuitement. Même s'ils ne rapportent presque rien, ils permettent de séparer physiquement chaque réserve. On peut créer un livret impôt 2026, un autre vacances Thaïlande. C'est plus clair mentalement. Exactement. C'est un gain de clarté énorme. On sait à quoi sert chaque euro. Et bien sûr, cette répartition est flexible.
Sandra pourra décider dans 6 mois de tout mettre sur sa sécurité. L'important, c'est de rester le maître du jeu. C'est nous qui donnons les ordres à l'argent. Pour résumer, ce que l'on a exploré, c'est une méthode pour bâtir sa sérénité financière sur 4 piliers. D'abord, l'épargne pour les dépenses annuelles, pour anticiper. Ensuite, l'épargne de sécurité, pour se protéger. Le troisième, la trésorerie, pour profiter. Et enfin, l'investissement pour construire. Absolument. Et il est essentiel de conclure avec l'avertissement qui figure en bonne place dans la source. Cette discussion est à but éducatif. Il ne s'agit en aucun cas d'un conseil personnalisé. Chaque situation est unique, C'est très important de le rappeler. fondamentale. Il faut faire ses propres recherches, évaluer sa tolérance au risque et, si besoin, se faire accompagner par un professionnel. Et bien sûr, les performances passées ne garantissent jamais les résultats futurs. Le document nous donne donc un mode d'emploi, une mécanique très claire pour organiser notre argent et le transformer en ce fameux serviteur fidèle. La question qui reste n'est donc plus seulement technique, elle devient personnelle. Maintenant qu'on a une idée du comment, quelle est la toute première petite action, la première décision concrète qu'on pourrait prendre dès aujourd'hui pour commencer à utiliser cette structure non pas comme une contrainte, mais comme un véritable outil au service de nos propres projets de vie?